Salut à tous et bienvenue sur le talk show du Phocéen.fr. Toutes mes excuses pour ce petit retard à l'allumage, pour ne rien vous cacher. On était en réunion générale et d'un coup on a vu l'heure, on a dit « Oh, mais il y a un talk aussi à faire !» Donc on est là, on est présent avec un tout petit peu de retard. Pour ne rien vous cacher, Seb, tu as dit « Bon, là c'est fini, mais ça, et puis c'est une réunion quoi. » Allez, vous le voyez à l'image, Romain Canuti est là avec nous, fidèle au poste. Mathias Manteghetti, à qui on a dit tu viens faire le talk, tu viens plus faire le talk, tu viens faire le talk, tu viens plus faire le talk, et qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous. Désolé. Avec grand plaisir aussi. De ces allers-retours. Surtout Mathias qui en début de saison nous avait dit l'OM va être meilleur à l'extérieur. On lui a regardé. Bon, j'ai l'impression qu'il avait un peu raison. Il nous a dit Lilian Brassier, je comprends pas, alors que nous on était là, tiens malade, il a blessé Mbappé, c'est un monstre. Bon, voilà. Bon, enfin sur 2-3 trucs, il y en avait, non? Sur Mopé. Sur Mopé, j'ai dit je pense que Mopé il va emmerder Wai. On a les bandes. Bon, après, je me suis trompé sur d'autres choses, mais ça, on les ressortira pas. Ça, c'est... Et comme le dit Loulou Duvin, de toute façon, si on est en retard, c'est la faute à Delageau, parce que tout est la faute à Delageau. Allez, et Jeff Pérez, qui est en visio avec nous, nous fait aussi le grand honneur et l'amitié d'être là. Salut. Salut les amis, plaisir d'être avec vous. Responsable du JDD. Du sport au JDD. Responsable des sports au JDD. Mais oui, mais nous, on est là pour le sport, on est là pas là pour la politique, ou que sais-je. Et est-ce qu'on a dit, je le dis une dernière fois, je prends 0 dessus, je tiens à le dire aussi, que Jeff est l'auteur du meilleur livre sur l'OM, histoire illustrée de l'Olympique de Marseille, avec Christopher, qu'on salue, et que c'est vraiment la référence ultime. Donc, on est en période où il y en a qui n'ont pas fait tous les cadeaux. C'est toujours dispo Jeff, il faut... Ouais, ils l'ont repressé, ils l'ont réimprimé il n'y a pas très longtemps. Donc ouais, c'est encore dispo dans les librairies. Merci beaucoup. L'histoire illustrée de l'OM, en effet. Merci Romain. C'est le meilleur livre. Allez, première partie de cette émission, OM 1, Lille 1. Doit-on avoir des regrets? On commence avec notre invité visio. Ça sera plus facile parce que pour couper la parole à Romain Canuti ou à Mathias, il faut se lever de bonne heure. Donc, je te lance tout de suite sur le sujet. En toute objectivité, en toute impartialité et à la vue du match. Et Siri, ferme ta gueule. Pardon, je m'adresse au téléphone de Romain Canuti. Est-ce que Jeff, au-delà de la frustration de s'être fait rejoindre au score par Lille, etc., est-ce que tu as, sur l'ensemble du match et au vu du classement, du championnat, etc., des regrets, ou est-ce que tu t'en satisfais? Voilà. Quelle est ton analyse, très cher Jeff? Alors, tu me demandes si j'ai des regrets sur le début de la saison ou juste sur le match contre Lille? Non, que le match de Lille. D'accord. Alors sur le match de Lille, oui, parce que tu prends le but en fin de match et bon, fatalement, même si le but est beau, même s'il n'y a rien à dire, même s'il y a cette histoire de bloc dont on va peut-être reparler, il y a eu quand même pas mal de problèmes d'arbitrage ce week-end, comme souvent. Mais oui, évidemment, le scénario te donne des regrets parce que tu te dis on va arriver à aller tirer cette victoire. Déjà contre Monaco, ça avait été juste, mais tu t'en sors. Là, tu te dis bon, l'équipe va se spécialiser dans les victoires un peu à l'arrache, avec du spectacle, avec de bons moments, avec beaucoup d'intensité, avec, je pense, du plaisir aussi pour les spectateurs au stade. C'est quand même très souvent du beau football qui est proposé désormais. Mais frustration, oui. Et puis aussi inquiétude lancinante, comme depuis le début de la saison, sur la qualité de cette défense, parce que si la défense était à la hauteur du milieu et de l'attaque, je pense que l'OM serait pas loin d'être à la hauteur du Paris Saint-Germain au classement. Donc oui, j'ai des regrets sur le scénario, je n'ai pas de regrets d'ensemble, on va dire, sur la qualité du foot qui est proposé par l'OM depuis quelques semaines maintenant, mais en revanche, plan mathématique, même si tu te dis tu fais 2 points de moyenne par match, ce qui à ma grande époque canonique était considéré comme un parcours de champion. Aujourd'hui, avec le PSG, ce n'est plus le cas. Ça ne suffit plus. Voilà, donc il faut faire encore mieux. Et surtout, la priorité de cet hiver, ça va être de revoir la défense avec peut-être des recrues ou en tout cas un redéploiement, on va dire, des éléments et des forces sur ce secteur parce qu'il y a quand même trop de buts et trop de frayeur de ce point de vue-là. Mathias. À chaud, j'étais déçu, dégoûté du résultat, etc. Mais finalement, quand on se replonge dans cette partie,
J'ai pas tellement de regrets parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, mais si on rentre à la pause avec 3-1 pour Lille, c'est pas scandaleux du tout. Et c'est pour moi vraiment Lille qui a eu les meilleures situations, parce que ça s'est pas vu spécifiquement dans les statistiques, parce qu'on est, je crois, à peu près pareil dans les frappes et les frappes cadrées dans cette rencontre. Mais Lille a eu beaucoup plus de situations qui ne se sont pas concrétisées en tir ou en occasion Ça nette. s'est traduit en expected goal? Non, ça se traduit pas parce que je crois que les expected goals se partent d'une frappe. Ah. Donc, tu frappes de c'est ça. 50 mètres ou d'un mètre, ça va compter. Mais le moment où Rouly sort dans les pieds de David, ça ne compte pas. Le moment où David hésite pour frapper alors qu'il n'y a plus personne devant lui, ça ne compte pas. De la même manière que le centre mal ajusté de Mopé pour Murillo en première ne compte pas. Non, vu que c'est pas une frappe. Voilà. C'était juste une question de. Non, mais c'est vrai parce que non, mais tu fais bien de le dire parce que des fois on regarde et on se dit je comprends pas pourquoi ce score et tout parce que des fois tu as des trucs où le mec va être à 1 mètre des cages et il va avoir vraiment le gardien devant donc il va tirer sur le gardien, ça compte que de cette position là il y a tant de personnes qui marquent, donc des fois où le mec est trouvé au second, il n'y a plus de goal, donc c'est un peu faussé. C'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre argent comptant à chaque fois. Non, parce que là, pour le coup, voilà, ces deux occasions que j'ai en tête de David, qui sont des énormes situations en première période, ne comptent pas comme dans les stats, ni dans les expected goals, etc. Donc, selon moi, Lille a eu très largement les meilleures situations dans cette partie. Il y a de la frustration par rapport à l'arbitrage, par rapport au scénario, mais il n'y a pas de regret parce qu'on a joué une très 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 belle équipe de Lille, qui est pour moi la meilleure équipe qu'on a jouée hormis le PSG, et donc de sortir avec un partout de cette rencontre, j'ai pas de regret. Si on le rejoue 10 fois, je pense qu'on le perd 9 fois, donc je pense que c'est un résultat cohérent qu'on est allé chercher. Jeff, tu en parlais tout à l'heure, il y a eu des problèmes une fois de plus au niveau de l'arbitrage. Moi, j'ai coutume de dire, je ne sais pas si tu partages cet avis, arrêtons d'être parano, il n'y a pas forcément une coalition des arbitres contre l'Olympique de Marseille. Je pense qu'ils sont juste nuls. Mais, et pour preuve, je le disais ce matin dans l'OM au café, quand tu vois qu'ils annihilent l'action de Lille en contre-attaque pour siffler un hors-jeu, ça me montre à quel point ils sont pas forcément contre l'Olympique de Marseille, mais qui sont juste nuls parce que cette action de l'arrêter, c'est anti-football. Ils ont absolument aucun sens du jeu, aucune intelligence footballistique. Je veux dire, arrêter cette action-là pour siffler hors-jeu pour Lille, alors que les mêmes Lillois sont en train d'attaquer, c'est juste ubuesque. Et comme ça, je cite volontiers cette action pour pas qu'on nous dise ouais, mais vous pleurez parce que c'est pas une action à nous, c'est une action de Lille. Mais je trouve que l'arbitrage est scandaleux à ce moment du match. C'est une question d'attitude, ça. Si tu fais cette erreur parce que tu es dans l'action, l'arbitre c'est un être humain, c'est comme trouve-moi là un joueur sur le match qui a fait 100% de passes réussies, tu vas pas en trouver. Donc il peut pas faire 100% de décisions réussies. Mais si au moment où il siffle trop vite, il y a un geste, il y a un excusez-moi, j'ai fait ça, on comprend et on dit ok. Oui, ou s'ils et on étaient l'a pas. Moi, sonorisés et qui pouvaient s'expliquer. Je te dis juste ça, Jonathan Rowe à la fin. Si l'arbitre, il va devant l'écran, il regarde et il dit il n'y a rien. Bon, perso, en tant que spectateur, j'accepte. Là, j'ai un peu plus de mal. Donc pour finir ma question, Jeff, est-ce que quels sont, parce que l'OM ne peut pas forcément se mobiliser, ils font partie du championnat de France et on l'a vu quand Mehdi Benassia est monté au créneau, ça n'a pas apporté grand chose si ce n'est que de se faire exclure. Est-ce que nous en tant que journalistes, médias, on ne peut pas faire une pétition, on ne peut pas faire quels sont les axes de tir pour faire bouger ce mammouth de l'arbitrage et qu'ils prennent conscience, encore une fois, nous on ne veut pas que l'OM soit favorisé, mais juste qu'il y ait des arbitres qui soient au niveau. Déjà, je pense qu'il n'y a pas l'OM qui se plaint de l'arbitrage, et tu le soulignes à juste titre. Je ne sais pas si vous avez vu le match hier soir entre le Paris Saint-Germain et Lyon, mais c'était quand même là aussi du grand spectacle en termes de n'importe quoi. Je pense que l'arbitrage français est très inégal. Je pense que les arbitres français qui sont supposés être ceux de l'élite ont des soirées
également très inégal, ils peuvent être bons. Vous voyez, des fois, par exemple, Clément Turpin en Coupe d'Europe, il est excellent, il n'y a rien à dire. Le Texier, parfois, est très bon aussi, il n'y a rien à dire. Et puis, sur certains matchs, il passe à côté. Vous savez, on parle souvent de QI football quand on parle des footballeurs. Et ce qu'on racontait tout à l'heure là sur l'action qui a été annihilée pour Lille, alors que ça n'aurait pas dû du tout être le cas, ça fait parfois penser à un QI insuffisant des arbitres vis-à-vis du jeu, vis-à-vis du foot, vis-à-vis de l'amour du football presque. Parce que, en fait, moi je dirais que le défaut numéro 1 des arbitres français, en tout cas le plus répandu, c'est celui du syndrome de l'adjudant-chef. C'est-à-dire qu'ils se prennent vraiment comme s'ils étaient à la caserne, comme s'il fallait absolument respecter les consignes. Il n'y a pas une once d'empathie, il n'y a pas une once de compréhension, il n'y a pas une once de remise en question parfois sur le terrain. C'est comme ça, c'est pas autrement, vous l'acceptez. Et si tu veux, pour aller un peu plus loin aussi dans le débat, il y a aussi un système de notation qui est problématique dans l'arbitrage français parce que à chaque fois qu'un arbitre va être justement sur ce thème de la compréhension, du retour en arrière, sur la décision qui a été prise, il faut savoir que derrière, sa note, elle est moins bonne et que potentiellement, il va se retrouver avec des matchs moins intéressants à arbitrer le week-end précédent. Il y en a même qui descendent en Ligue 2 parfois. Donc peut-être, sans doute, sûrement, il doit y avoir une réflexion très vite qui doit avoir lieu avec le corps arbitral, avec la Ligue, avec la fédération, pour trouver des solutions qui permettent à la fois d'améliorer l'utilisation de la VAR, parce qu'on n'y comprend toujours rien. Je suis désolé, on ne comprend pas pourquoi des fois la VAR avertit ou pas, pourquoi l'arbitre va voir ou pas. Le penalty qui n'est pas sifflé sur Heuberg, c'est quand même incroyable cette phase de jeu, quoi. Et à ce moment-là, il y a 1-0 pour l'OM, ça peut faire 2-0 et on ne remet plus du tout en question le résultat. Donc oui, il y a un chantier urgent de l'arbitrage en France aujourd'hui et j'espère que Philippe Diallo, qui vient d'être réélu ce week-end et qui va être très vite, dès le mois de janvier, en liaison avec Vincent Labrune et ses équipes pour faire un point global sur le foot professionnel en France et ses problèmes, va se saisir et vont tous se saisir de cette urgence absolue parce que ça énerve tout le monde. Pardonne-moi, Jeff, mais tu es en train de me parler d'une réunion entre Philippe Diallo et Vincent Labrune. Si tu penses que je vais placer une once d'espoir là-dedans, tu te trompes lourdement. Je n'ai aucun espoir. Il a été réélu, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Donc, oui, non, mais les deux. Hein. Les deux. Vincent Labrune est toujours, au moment où on se parle, patron de la Ligue nationale du foot professionnel. Et il faut faire avec ces gens-là et avec normalement des contre-pouvoirs qui doivent venir de la présidence des clubs et de ceux qui sont élus à la LFP pour faire bouger les choses. Je veux dire, Pablo Longoria, il est là. Il y a plein de présidents de Ligue 1 qui sont élus à la Ligue et ils doivent faire leur boulot pour monter au créneau et faire en sorte que le système de l'arbitrage français professionnel s'améliore, bien sûr. Alors, juste une micro-parenthèse, mais c'est le grand lancement ce soir. Si vous êtes abonné MyFossin, vous lancez votre application et dans le menu en haut à gauche de votre téléphone, vous regardez dans les possibilités qui vous sont offertes et vous avez émission en direct. Et si vous cliquez sur émission en direct, vous pouvez suivre notre émission et chatter dessous. On a interfacé le compte Twitch du Phocéen. La vidéo, c'est YouTube. Comme ça vous permet de ne pas avoir de publicité pendant la vidéo et vous pouvez discuter même si vous n'êtes pas abonné sur Twitch. Chose promis, chose due, on a mis un petit peu de temps au niveau technique. Je remercie Damien Vaillarello, notre responsable informatique, qui nous a permis de mettre en place ce système. Donc si vous êtes sur MyFosséM, plus besoin de vous abonner sur Twitch. Vous pouvez aller, il faut un compte Twitch, mais plus besoin d'envoyer de subs. Si vous voulez continuer, faites-vous plaisir. Mais vous pouvez suivre votre émission, commenter et plus payer de pub. On retourne sur l'arbitrage. C'est bien ce que tu dis parce que déjà ça montre que c'est le contrat de confiance qu'on avait proposé avec MyFosséen, qui était de dire d'offrir une version sans pub et voilà, ça se traîne dans tous les domaines. Donc ça c'est top concernant l'arbitrage. Et effectivement, Willy Delageau, il est agent immobilier dans la vie. Donc quand il arbitre un match de Ligue 1, il prend 15 000 euros. Je ne suis pas expert dans l'immobilier, mais c'est pas tous les jours que tu prends une com de 15 000 euros. Donc son but dans la vie, c'est d'être arbitre le plus longtemps possible. Donc, comme le disait Jeff par rapport à un système de notation, il va y avoir ce comportement d'adulte. Tant qu'il y aura au-dessus de lui des chefs, des trucs, des machins, son seul but, c'est de rester en Ligue 1. C'est pas d'arbitrer le mieux possible. C'est juste de ne pas descendre et de continuer le plus possible à toucher cet argent. Donc, quand le système, il faut changer ce système-là. Les lois du jeu, l'intelligence du jeu, que ce soit le 2 contre 1 de Lille ou quoi, il s'en fout. Et encore une fois, moi je trouve que sur l'utilisation de la VAR, en tant que spectateur, je suis frustré. Mais, excusez-moi messieurs, une fois qu'on a dit ça, c'est pas Willy Delageau
qui fait un tacle sur un Lillois et qui offre un coup franc dangereux dans les 10 Non, dernières ça minutes. d'accord, c'est Holzberg, mais Non, mais c'est il est très même pas allé important. voir les images à la VAR pour se faire un avis sur la faute d'Holzberg. D'habitude, ils vont. Et d'ailleurs, je sais pas, Jeff, ce que tu en penses, et tu nous le diras aussi, Mathias, mais systématiquement, les mecs, quand ils vont voir la VAR, quand ils sont appelés par la VAR, tu sais déjà que s'il avait fait ça, comme ça, qu'il était allé voir la VAR, tu sais qu'il revient et qu'il y a pénalty. Donc, c'est même pas qu'ils vont voir pour se faire un avis. C'est pas les mecs qui vont voir une action et ils disent non, je maintiens ma position. J'ai peut-être vu une fois sur 200 matchs, je l'ai peut-être vu une fois, un mec qui va voir la VAR, il revient, il fait non, il y a toujours. Chaque fois qu'ils sont appelés, c'est parce qu'il y a pénalty. Mais va voir tout le temps. En cas de doute, la VAR, elle est là pour ça, si tu as un doute. Et des fois, il y a péno, des fois, il n'y a pas péno. Surtout que là, c'est clairement une action où il y a un vrai doute. On n'est pas sur une action limpide où finalement le mec ne le touche pas et c'est Højbjerg qui saute Parce tout seul. que, encore une fois, c'est dans l'interprétation. Moi, ce truc d'Højbjerg, je reste persuadé, vous allez me huer et tout, je m'en fous, que ça peut se siffler comme ça ne peut pas se siffler. C'est ce que dit Max. Je vous rappelle que le même Willy Delageau, le même, hein, quand il y a eu Strasbourg-Marseille, et on a oublié parce que ça ne porte pas à conséquence pour nous, mais il y a Cornelius qui a un contact avec un Strasbourgeois dans la surface en première période, il ne siffle pas pénalty. Il aurait pu siffler un pénalty contre l'OM, il ne le siffle pas. C'est pareil, c'est pas le scandale de l'année pour Strasbourg, ça peut se décider. Si il va voir aux images, il regarde et il dit écoutez les amis, j'ai regardé, pour moi il n'y a pas pénalty, je te promets que je le respecte. Et je dis d'accord, mais il ne le fait pas, Mathias, c'est ça qui est énervant. Est-ce que pour aller dans le bon sens, on en a parlé, et c'est toujours pas mis en œuvre, est-ce qu'on ne devrait pas sonoriser les arbitres, comme ça on les entendrait parler? Il y aurait quelqu'un à la VAR qui dirait Willy, il faut que tu viennes voir cette action. Il lui dirait peut-être non, je me suis fait mon propre avis. Au moins, on aurait les tenants et les aboutissants. Parce que là, en fait, j'ai l'impression d'une impunité totale. Quoi. Les mecs font ce qu'ils veulent. Et à la limite, au micro, ils se diraient franchement, il y a pénalty sur Højbjerg, mais on s'en fout. C'est Marseillais, on va les voler. Mais rappelle-toi un des premiers matchs de la VAR, le fameux match à Nîmes où il y avait un pénalty sur Valère Germain. Alors, encore une fois, on méritait 100 fois de perdre, on était nuls et compagnie. Mais où tu as le truc et il dit non, c'est Germain. Et l'autre, il lui dit par contre, là, on a revu les images, il y a pénalty. Et il dit c'est bon, c'est trop tard. Tu les as, cette sonorisation et ce truc que tu l'as. Encore une fois qu'on a dit ça, et je vais dans ton sens, moi aussi je suis pour la sonorisation des arbitres. Mais on fait quoi, Seb? On attend, on se dit, regardez-nous, les émissions c'est fini, on attend, on reprendra qu'à la sonorisation des arbitres. Non, on va continuer à aller au stade, on va continuer à suivre l'Olympique de Marseille, même sans la sonorisation des arbitres. Donc on le sait à l'avance qu'ils sont nuls. Donc on doit être plus fort que ça, on doit anticiper ça et se dire on peut tomber contre des mecs nuls. Le Real de Madrid, ils ont gagné des Champions parce qu'ils ont eu un penalty dans les dernières minutes. Tous les grands clubs, ils ont besoin de la. Est-ce que l'idée du challenge vidéo ne peut pas régler pas mal de problèmes ça, je trouve ça génial. Vas-y, Mathias. Pour moi, cette idée du challenge vidéo, tout en gardant le système classique où le VAR peut intervenir et appeler l'arbitre en lui-même sans qu'il y ait besoin de challenge ni d'un côté ni de l'autre, mais qu'une équipe ait un challenge ou deux challenges par rencontre et le challenge peut se poursuivre si le club avait raison, enfin si De Zerbi a raison de faire challenge sur Højbjerg, on a le droit encore à d'autres challenges. Je pense que ça peut aussi régler des problèmes et parfois même montrer à De Zerbi, à lui dire regarde, il y avait vraiment pas faute, ou sur Ro, regarde, il y avait vraiment pas faute, mais en tout cas voilà, on a eu le droit de demander 2 fois parce qu'on est persuadé qu'il y a pénalty, on a le droit d'aller demander à l'arbitre. Là on demande un challenge quand le jeu s'arrête. Par rapport à ce que dit Mathias, Jeff, tu penses pas que la difficulté c'est que dans le tennis, les arbitres quand il y a la VAR, ils peuvent pas mettre leur ego de côté ou pas de leur côté, parce que si la balle elle est faute au CAI, si tu vois oui, que c'est noir ou blanc. Alors que là, je pense que Willy Delageau, s'il dit il y a faute, que la VAR dit non, il y a pas faute sur Højbjerg, que la VAR dit pour nous il y a pas faute, même si Balerdi en tant que capitaine il dit je voudrais solliciter les images, de toute façon on va voir les images, ils vont leur dire tu vois il y a pas faute. Je veux dire, moi ce qui me rend fou, c'est que devant l'évidence il y a jamais il y a la mauvaise foi, il y a pas de correction quoi. Après, désolé, sur les sports de ligne, sur les sports où chaque équipe est dans son camp, comme le tennis ou le volleyball, c'est hyper facile en effet de mettre la vidéo en place. Sur un sport, on va dire relativement comparable au foot, comme le handball ou le rugby, c'est
bien respecté dans l'ensemble, parce qu'on a affaire à une mentalité aussi la plupart du temps qui est beaucoup plus confiante par rapport au corps arbitral. Le foot, c'est sujet à tellement de pression, à tellement d'enjeux, à tellement de fantasmes aussi, qu'on a l'impression d'être face à un problème qu'on n'arrivera jamais véritablement à résoudre. J'entends les solutions qui sont proposées. Moi, j'étais contre la VAR parce que je trouvais qu'il fallait que l'arbitre reste humain et que les fautes d'arbitrage font partie de l'histoire de foot, la main de Dieu, etc. Vous connaissez ça aussi bien que moi. Alors, pardon de te couper, Jeff, mais je t'appellerai hors antenne parce que c'est vraiment le genre de propos, j'en parlais ce matin dans l'OM au café, qui m'intéresse au plus haut point. Et ça me fait plaisir d'avoir un contradicteur comme toi pour pouvoir en parler. Mais je t'appellerai vraiment hors antenne parce que c'est pas le sujet là. Mais mettre de l'erreur humaine dans un sport, quel qu'il soit, en disant, c'est un peu le même état d'esprit à Roland-Garros. Et certains disent, il y aura bientôt plus d'arbitres, ça sera des lasers et tout. C'est dommage. Avec l'arbitrage, c'était plus humain. Mais quand tu fais un sport, Jeff, c'est pour voir quelle est la meilleure équipe et pas pour voir que ton équipe a gagné ou perdu parce qu'il y a un arbitre humain qui s'est trompé dans sa décision. Par contre, ça te rend. C'est quoi le match? C'est Djoko Nadal là ou Nadal... Non mais peu importe. Non mais dans un tie-break, il fait une erreur qu'il doit pas faire ou un truc où il passe de l'autre côté du filet, donc du coup et l'autre est revenu là-dessus. C'est un truc dans la légende. Non, c'est Federer, Nadal. Je sais plus. Bon bref, mais ça te rend là-dessus parce que le football c'est du mental. J'ai coupé Jeff, donc pardon, je te rends la parole. Ouais, non, juste terminer pour vous dire que je pense que l'arbitrage ne sera jamais réellement à 100% de son exactitude dans le football parce qu'il y a un champ d'interprétation qui est très large et vous voyez bien que la VAR n'a pas résolu ce problème-là. Même si elle résout des erreurs, elle ne résoudra jamais 100% des erreurs. Et ce qui est embêtant dans ce système, c'est qu'elle a la prétention, mine de rien. Quand on a dit on met la VAR, c'est pour enlever des erreurs. Alors ok, on va dire on enlève 70, 80, 70% parfois des erreurs sur une saison. Peut-être, mais les 30 qui restent, elles sont toujours là, elles font toujours autant parler, et même plus parce qu'il n'y a plus d'excuses du fait de dire que l'arbitre est tout seul. Maintenant, il y a la vidéo, il y a des mecs qui sont dans leur salle et qui sont en train de regarder, de visionner le match en direct, et pourtant, eux-mêmes, avec la tranquillité dans laquelle ils évoluent dans leur salle à Paris, ils arrivent quand même à avoir des interprétations qui posent problème. Donc, c'est un serpent qui se mord la queue, et je pense qu'on n'y arrivera jamais. L'histoire du challenge, c'est intéressant, je trouve ça très sympa comme idée en termes de spectateurs de sport, en termes de spectateurs de foot, ça peut être assez rigolo, assez plaisant. Mais il y a deux risques là-dedans. Un, c'est en effet de faire du foot de plus en plus un machin à l'américaine. Et de deux, c'est le fait de hacher un peu plus le jeu parce que vous allez avoir à chaque fois des arrêts, des contestations, des machins. Et ça va vous mettre 2, 3, 4 minutes à chaque fois dans la vue sur le temps de jeu effectif qui est l'un des problèmes du foot. Puisque je vous rappelle juste avant de vous rendre la parole que les gamins aujourd'hui, c'est prouvé, je veux dire, c'est documenté. Les gamins d'aujourd'hui, les 15, 20, 25 ans ont de plus en plus de mal à regarder un match de foot en entier. Ils ne regardent plus que les extraits. Jeff, moi ce que je propose, je vous fais une proposition et je pense qu'on va entériner cette proposition, on la soumettra à la Ligue. Je pense qu'on devrait équiper les téléspectateurs d'une zapette ou de leur smartphone avec une application et quand il y a une faute, qu'on a fait appel à la VAR, on vote. Penalty on gagnerait à chaque fois. Non, juste pour finir sur l'arbitrage, parce qu'on va pas y rester, je pense, des heures, mais il y a une autre idée aussi dont j'avais entendu parler que je trouve excellente, c'est de mettre un ancien joueur dans le camion, qui n'est plus un camion, dans la salle de la VAR, qui donne son avis à côté des arbitres. Et là, on aurait du QI football pour aider à la Loïc Sana, Rigobert Song, Cyril Roll, Yannick Cahuzac. Tous les anciens footballeurs n'ont pas forcément, malheureusement, une... Je comprends ce que tu dis, mais il faudrait les caster aussi, quoi. Oui, pourquoi Yannick Cahuzac, c'est bien ça. Oui, il faudrait caster qu'il n'y ait pas l'ancien club. J'ai joué avec ce club, j'ai joué avec mais au-delà des animosités de ton ancien club, pas de ton oui, mais d'avoir club, un avis, pas d'avoir l'avis final, mais d'avoir un avis de quelqu'un qui a été sur le terrain. Il faudrait juste qu'il soit compétent, c'est tout, quoi. Mais encore une fois, les gars, on s'est fait voler contre Lille. Je suis évidemment d'accord, mais on le sait que ça pouvait arriver. Oui, mais Romain, contre Paris, on s'est fait voler avec Harit parce qu'on perd 1-0, on n'a pas existé, mais on ne reverra jamais le match. Je te parle juste d'un truc. L'année dernière, on joue contre Strasbourg à domicile. Mais je m'en fous de l'année dernière, je te parle de cette année. On a un jeune qui fait une faute à 30 mètres, une faute bête, et on se fait égaliser sur coup franc, et on dit, il est jeune, il manque d'expérience et compagnie. Là-dessus, la faute d'Højbjerg, elle est débile. Elle est débile.
Il se venge du penalty qui n'a pas été sifflé sur lui. Peut-être, ouais. Mais il y a de quoi être énervé, quoi. Il y a de quoi être énervé. Mais t'as pas le droit de la faire. La dernière fois, c'est ridicule, il a tenu l'autre par le bras. Mais Balerdi, il a pris 2 cartons jaunes, cartons rouges à Lyon en 5 minutes. Tous les matchs que je vois, tu as vu les coups qu'il a pris Mopé contre mais Mopé, il s'est fait massacrer. Il s'est fait massacrer, il n'y avait rien. C'est la dernière fois, Nous, Balerdi, c'est 2 rouges direct. Je suis d'accord, mais à ce moment-là, 2 jaunes, 1 rouge. À ce moment-là, quand il y a le coup franc, on dit on joue pas si Bafodé Diakité il est sur le terrain parce qu'il devrait pas avoir à marquer. Enfin, tu vois, je veux dire, à un moment donné, on a trop subi la situation. On n'est pas avantagé. Et malheureusement, pour être champion de France, à un moment donné, soit tu as les moyens du PSG, tu es bien au-dessus, soit il te faut un petit coup de pouce du destin. Eh ben oui, mais comment c'est que faisons en sorte de ne pas se mettre. Mais tu peux pas, à Lille, comme il a dit Mathias. Si, tu peux. Mais non, c'est une belle équipe. Tu peux ne pas faire faute. Tu peux ne pas faire la faute. Tu me dis, Roulis, c'est un monstre. Le mec, c'est Dieu le père des gardiens. Tu l'as vu quand il fait la passe à l'attaquant, alors tu vas dire quoi? Oui, mais Roulis, là, le jeu, Rose, j'entends ce que tu dis, tu as raison. Le jeu, il est fait d'erreurs. Rongier, on l'a mis top contre Monaco. Le mec, il perd un ballon plein centre, on prend un but sur cette action. Mais on sait très bien le droit de faire des erreurs. On sait très bien. Et dans les erreurs, il n'y a pas que pour moi, il n'y a pas que l'arbitre. Il y a au-dessus d'Hojbjerg. Tu sais que tu as assisté à un match où tu as vu un coach qui a fait sortir des joueurs pour faire entrer des attaquants. Tu as un autre coach qui a fait sortir des joueurs pour faire entrer des défenseurs. Tu l'as vu comme moi. Et tu sais, dans l'histoire du foot, je peux te citer 1 milliard de matchs. Quand ça se passe comme ça, tu sais très bien que c'est l'équipe qui va mettre des offensives qui gagne. Romain, là où je te suis, là où on est d'accord pour finir sur ce débat de l'arbitrage et des regrets, parce que les regrets sont surtout liés à ça, quand tu joues contre Auxerre, que tu perds 3-0 à la mi-temps, même si on dit on aurait pu avoir un penalty, on aurait pu avoir ceci, que tu dises, les gars, c'est pas parce qu'on a eu un penalty, pas un penalty, qu'on perd 3-0 contre Auxerre à la mi-temps. Qu'est-ce que tu veux qu'on objecte à ça? Tu as raison. Mais sur un match aussi serré que Lille, où tu mènes 1-0, parce que franchement, comme l'a dit Mathias, ils ont très bien joué sur la physionomie globale du match, le 1-1. Moi, j'ai rien à dire sur ça. Et on aurait fait 1-1 contre Monaco. J'aurais été satisfait aussi parce que ça valait quelque part. On gagne 2-1, tant mieux. Mais c'est pas ça qu'on dit. Il y a faute sur Holbert ou il n'y a pas faute? S'il y a faute, siffle. Parce qu'on s'est déjà pris un carton rouge de Balerdi à Lyon sans conséquence puisqu'on a fini par gagner. On s'est fait expulser à Ride contre Paris. Ok, on n'a pas existé pendant 20 minutes, mais comment se serait fini le match après? D'un coup, tu peux te réveiller, après, tu peux finir 1-0 à la mi-temps et puis 2 arbitres te remettent à l'endroit. On ne saura jamais, on s'est fait exclure un joueur, on ne sait toujours pas pourquoi. Et comme à Lens, tu peux perdre s'il n'y a pas la faute sifflée sur Nadir, qu'ils égalisent, après ils sont galvanisés. J'ai failli me casser le pied, crois-moi que j'aurais pas cassé que le pied s'il n'avait pas sifflé la faute. Bon les amis, voilà pour les regrets. Il y a forcément des regrets parce que l'OM aurait pu faire une sacrée opération étant donné que Monaco s'est fait accrocher par Reims et que Lyon a perdu au PSG, donc on pourrait être seul second et avoir fait une espèce de mini break. C'est pas le cas, mais on va pas pleurer les secondes. Sur ce match, si ça vous embête pas, rapide. Bien sûr, Jeff. Un constat sur Lille, et vous l'avez dit à juste titre, c'est une super équipe qui fait une super saison. Je ne sais pas si vous regardez tous ces matchs, mais il y a vraiment une idée de football et Genesio est dans une forme olympique avec ses joueurs. C'est vraiment remarquable ce qu'il arrive à faire. Ils ont joué un match, vous le savez, il y a eu une légère polémique là-dessus avec Olivier Létang, le président, qui est monté au créneau pour dire qu'il n'avait pas assez de temps de repos et de transition entre le match de Ligue des Champions remporté contre le Sturm Graz et le match contre l'OM samedi après-midi, à juste titre. Je trouve, moi, sur cette saison, que l'OM tarde quand même à donner toute la puissance que l'équipe pourrait avoir avec un seul match par semaine. C'est-à-dire que normalement, Lille, en deuxième mi-temps, ça doit plonger. Et l'OM, ça doit monter en puissance de façon incroyable, parce qu'encore une fois, un match par semaine. Or, je n'arrive pas pour l'instant à voir, depuis le début de la saison, une équipe qui domine, à part le cas Saint-Etienne ou des adversaires vraiment inférieurs, qui domine les gros face à lui, les gros qui jouent 2 matchs par semaine. Et ça, pour moi, c'est l'un des vrais problèmes de cette saison de 2 Zerbi. On voit du beau foot, on voit des buts, il n'y a rien à dire, hein, ça va, il n'y a pas à pleurer. Mais par contre, sur cet aspect-là des choses, je suis souvent frustré sur le rythme d'un match par semaine et sur le fait que l'OM n'arrive pas à marcher sur ses adversaires de ce point de vue-là, au moins en fin de match. Jeff, tu as raison dans ce que tu dis, mais si je peux me permettre d'apporter une légère contradiction à ton discours, c'est que l'Olympique de Marseille, les saisons précédentes où on était en difficulté effectivement le week-end par rapport au fait de jouer l'Europa League ou la Champions, c'est parce que tu avais un groupe de 14 joueurs. Donc quand tu joues le mardi, si tu comptes un blessé, un suspendu, tu n'en as plus que 12, tu as le droit de faire jouer un joueur frais dans ton effectif. Là, Lille, hier, ils ont fait rentrer 5 mecs
5, c'est-à-dire la moitié de ton équipe. Et les mecs, ils ont tous un niveau plus que correct. Je veux dire, parce qu'ils font la Champions, ils ont pu se bâtir un groupe vachement élargi qui fait que Zegrova, il n'a pas joué le dernier match de Champions, il a fait une mi-temps et puis s'en va, donc il a pu donner la pleine mesure de ce qu'il avait pendant une mi-temps et puis il est sorti à la mi-temps. Donc je veux dire, ils ont fait une telle rotation sur ce match que l'aspect physique, c'est difficile de pouvoir... Et ils ont eu un coach à faire rentrer des éléments offensifs. En plus, ils ont eu un coach qui a fait rentrer des éléments des joueurs offensifs. C'est pas des Lirola. Non, mais ils ont un beau groupe, quoi. Lille, en termes de qualité et de quantité, ils peuvent jouer vraiment les deux compétitions. Là où l'Olympique de Marseille, sur les saisons précédentes, on était vraiment short en nombre, quoi. Et même cette saison, je vous dis la vérité, hein, cette année, l'Olympique de Marseille, si on devait faire l'Europa League ou la Champions League, on a un beau 11 de départ, mais pour faire de la rotation, ça serait compliqué. Cette année. Tu joues à 12 ou 13. Hein. Tu n'es pas d'accord, Jeff ? Très haut niveau. Je vous trouve un peu indulgent, mais bon, pourquoi pas. Non, après, là où tu as raison, et en plus j'en avais parlé dans le direct du match, j'avais pu échanger avec un membre du staff de Lille qui m'avait dit avant le match, on est bouilli. La causerie de Genesio, ça a été vraiment sur les gars, vous jouez au Vélodrome, c'est là où il faut vous montrer. Il a fait tout à la fierté et tout, mais les mecs étaient bouillis. Et je révélais même ce petit truc concernant Benjamin André, qui avait pris volontairement un petit carton jaune sur un dernier match et à qui c'était d'un commun accord avec la direction pour dire tu as assez donné, toi tu vas partir fêter Noël un peu avant tout le monde. Donc ils étaient déjà dans cette optique-là, mais c'est une équipe qui a 15 matchs sans défaite, donc 16 maintenant, c'est pas pour rien. Ah, ils ont une super dynamique et on le sait, la victoire appelle la victoire, mais on a failli les taper quand même. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission.